بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما نهضرش بالعربية ولا بالفرنسية، نهضر بالدبالية. كون مسلكة كلشي. إن شاء الله نقدم لكم مدام حجيج أستاذة في الطب النفسي ديال الأطفال، وطلبنا منها اللي قلنا لها هذا الموضوع هذا فهمت أنه موضوع غير مألوف، لأن موضوع متشابك بزاف ديال المشاكل، وحنا اللي تنطلبوا من الأساتذة ديالنا هو حنا اللي تيجي عندنا تكون زيادة ولا تكون مشكل بهذا الشكل كيفاش خصنا نتعاملوا، لأن بحال تتعرفوا أنه المرأة ملي يلاه تتولد النفسانية ديالها في واحد الحالة اللي أي حاجة واخا تقول لها عير ولدك راه صفيفر تقد تقول معها صافي راه ولدي غيموت. دونك بالأحرى إلا كنا غنقولوا لها صدمة بهذا الشكل هذا. دونك إلا كان مثلا هذه المرأة أول مرة غتقول لها كيفاش غنتعاملوا، إلا كانت مثلا عندها مشكل في الأول وخايفة هذاك الثاني كيفاش غنتعاملوا معها. إلا كان مثلا هذا الدري وصل 6 سنين و7 سنين هو مربي هذا ولد وهي راه بنت خاصة، وهادشي اللي تندوي عليه عشناه برا ولا هنا. كان تضطروا العائلات كانوا يرحلوا من ديك البلاصه باش يقدروا يعاودوا حياه جديده. دونك هذا هو اللي بغينا مدام حجيج تنورنا في النمو الذهني ديال الوليدات والتاثير ديال الصدمات ديال هذا المشكل اللي هو ما واضح لا قانوني ولا اجتماعي، كيفاش الطبيب ديال الاطفال يقد يحد من الصدمه وكيفاش نتعاملوا. وباش واحد المستمع هذا النهار جا عندي انا واحد الوليد تنقلب والاب تيقول لي الولد وهي راه بنت. ملي قلبت انا الميموار ديالي كنت درتو على هاد لا بيدياتري في هاد ديفيسيت بروجستيرون. ملي تنقلب لقيت هو متحكم على القلبوش وريست اون افير دو ميتويل، وانا بقيت غالي انا بقيت وليت باغي نطلب دي زيكزامان وداك الشيء. انا وليت شاك هو راه غير باغي نعمرني ميتويل على بلاص لا سور زعما. دونك il faut pas tenir plus royal que le roi, jamais examiner si c'est un garçon, c'est une fille. Ici, il y a doute, dès que ça, il faut voir les gens qui sont spécialisés. Voilà. Je ne vais pas m'engager là-dedans parce que, voilà, D'ailleurs, maintenant, là, je me dis, est-ce qu'on parle de la même chose, déjà, tous donc, on va se perdre encore plus, je pense. Là, je vais vous... Moi, je pense que j'ai parlé encore d'autres choses. Et donc, Pardon, la coupable, c'est le Dr Skhraoui. Non, mais c'est vrai que vous choisissez toujours des sujets très, très pernicieux. Et donc, avant de démarrer, je voudrais bien donc demander à Dr Fthi de me dire ce que c'est que le khonsa en français. Je n'ai pas fait le khonsa, c'est l'hermaphrodite. اللغة العربية سي أخو الأنثى. أخو الأنثى. Ah, أخو الأنثى, d'accord. Mais c'est vrai que dans les définitions, l'hermaphrodisme m'approche. Alors je vais m'adresser maintenant à notre endocrino. Alors le khonsa, c'est quoi? Sexe indéterminé. C'est quand on est dans un trouble d'identité, c'est-à-dire sexuelle, mais on ne sait pas quelle est l'origine, c'est ça? C'est un garçon ou une fille, voilà. Justement, je me suis dit qu'il fallait démarrer par les définitions pour qu'on puisse se comprendre. Alors, là, j'ai pas un affichage en diaporama chez moi, en fait. On parle de sexe de naissance, donc on parle justement du masculin et du féminin, donc c'est le sexe assigné, on va dire, qu'on va donner à l'enfant en fonction des organes génitaux externes. Donc un enfant qui a des organes génitaux externes qui se situe entre les organes génitaux masculins et féminins est un enfant qu'on appelait intersexe, mais actuellement on a changé l'appellation. Alors il y a le sexe de naissance et il y a l'identité du genre. Donc là on introduit autre chose parce que c'est un terme qui est actuellement très utilisé et qui va poser polémique, j'imagine. Donc et c'est pour ça qu'on est là. Puisque on va y arriver, puisque ça commence à être enseigné. Par exemple, les parents qui ont leurs enfants dans l'école française,
On parle beaucoup de l'identité de genre et ils sont en train de cheminer vers le fait d'enlever le sexe, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas encore fait, mais c'est demandé qu'il y ait abolition du sexe et qu'on parle de genre. Donc l'identité du genre, c'est l'identité qui relève du sentiment intime et profond de ce qu'on est. J'ai un sexe masculin, mais je sens que j'ai une identité de genre féminine. Donc là, on arrive à un autre niveau. Donc tout à l'heure, avec toutes les preuves scientifiques que vous avez ramenées, moi je vais parler de quelque chose où il n'y a pas du tout de preuves scientifiques. Là, c'est autre chose. Et l'expression du genre, c'est la manière d'exprimer son genre. C'est-à-dire, je suis un homme, j'ai un sexe masculin, mais je sors dans la rue avec une présentation féminine. Donc, moi, j'ai dit الخنثى. أنا بالنسبة لي أنا ديال الخنثى. Là aussi, elle dit الخنثى. Khonsa, c'est quand on n'arrive pas à différencier, mais ça veut dire le sexe en lui-même comme vous l'avez défini. D'accord. Mais dans la population, ça veut dire chez nous, ça veut dire في المجتمع, الراجل اللي كيتشبه بالمرأة اللي كيلبس مثلا هو راجل كيلبس كسوة كنسميوه خنثى. لا تسميوه مخنث. ولا مخنث. Ah voilà, donc on va aller vers mukhannath. Très bien, donc on va y arriver. On va finir par tout se comprendre à la fin. Et tout ça, c'est différent de l'orientation sexuelle, qui, elle, n'a rien à voir ni avec le sexe, ni avec le genre, qui définit l'attirance sexuelle. À ce moment-là, on est dans un autre niveau d'expression de notre sexe, ou en tous les cas pas du sexe du tout, c'est de notre attirance sexuelle envers l'autre. Alors, comment s'organise l'identité sexuelle chez l'enfant? Déjà, les parents, avant la naissance, ils vont assigner un sexe et ils vont assigner le sens de l'identification du sexe chez l'enfant en achetant des poupées pour les filles et des voitures et des vêtements bleus pour les garçons. Donc déjà, c'est-à-dire à ce moment-là, on est déjà dans on attribue le genre au sexe. Donc l'homme doit être comme ça, la fille doit être comme ça. Donc dans la plupart des cas, les enfants s'alignent de manière, c'est-à-dire la majorité des enfants, ils vont suivre le sexe qu'ils reçoivent à la naissance. Mais le manque de clarté concernant le sexe biologique et la propre identité du genre peut avoir des conséquences jusqu'à la puberté. Donc là, j'ai introduit quelque chose d'autre qui est l'identité du genre, qui n'existe pas chez nous, donc on va en parler tout à l'heure. Donc, dans certains cas, le sexe qui a été attribué à la naissance ne correspond pas à notre véritable genre. Donc, ce que moi je ressens être. Donc, comment savoir si l'enfant comprend réellement ce qui lui arrive, et est-ce que vraiment c'est une réalité ou c'est juste quelque chose de fantasmé, et peut-il y avoir une erreur dans l'identité sexuelle ou du genre? Et donc, Dr Gary, quand je lui avais parlé de mes appréhensions, il m'avait dit qu'il fallait que je parle du développement de l'identité sexuelle chez l'enfant. Il faut savoir qu'entre 2 et 3 ans, l'enfant sait déjà s'identifier comme garçon ou fille. Donc, il est capable de dire « je suis un garçon, je suis une fille ». Par contre, l'identité de genre de certains enfants, bon, il y en a chez qui ça va démarrer stable. Donc là, on parle de la conscience de soi. Il y en a qui vont rester avec cette identité, c'est-à-dire garçon ou fille, et il y en a à un certain moment qui vont être perturbés dans leur identité du genre, dans ce qu'ils se ressentent, comment ils se ressentent, fille ou garçon. Entre 4 et 5 ans, de nombreux enfants ont une identité du genre stable, donc ils n'ont plus besoin de l'afficher obligatoirement. Donc les gens savent qu'ils sont des garçons ou des filles. Et il y en a qui, au contraire, vont vouloir exprimer fortement leur genre. C'est-à-dire que la fille va vouloir mettre tout le temps une robe pour que les autres reconnaissent son genre comme une fille. Entre 6 et 7 ans, les conflits de base sont normalement réglés. Normalement, on a l'identité sexuelle, elle est stable. Les enfants ne sont plus dans cette préoccupation. En fait, nous, on parle de la phase oedipienne, c'est la phase où on s'identifie à papa, on s'identifie à maman. Et c'est comme ça que l'enfant chemine vers l'identité sexuelle. C'est en s'identifiant au père ou à la mère pour finalement arriver à être, on va dire, certain et solidifié dans son choix sexuel. Et arrivé à l'âge de 7 ans, cette énergie qui était focalisée sur l'identité sexuelle, elle est libérée
et c'est le moment où l'enfant investit le scolaire. C'est pour ça que ça coïncide avec la rentrée scolaire au CP. Et à ce moment-là, les enfants, on va dire, c'est ce qu'on appelle la phase de latence. C'est la phase où l'enfant n'est plus préoccupé par son identité sexuelle. Donc, de nombreux enfants commencent à exprimer leur genre moins fortement parce qu'ils ont l'impression que les autres le reconnaissent. Les enfants qui ont l'impression que leur identité du genre est différente du sexe assigné, donc à ce moment-là, normalement, ça devrait être réglé, mais il y a des enfants pour lesquels ce n'est pas réglé. Et là, c'est là où on commence à parler de troubles d'identité du genre, parce qu'on n'est plus dans l'identité sexuelle. 8 ans et plus, la plupart des enfants continuent d'avoir une identité du genre qui correspond au sexe assigné. Au début de la puberté, certains jeunes peuvent ressentir que leur identité du genre diffère du sexe à la naissance. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, donc entre les deux. Puisque l'identité de genre de certains enfants peut changer, notamment vers la puberté. En tout cas, c'est comme ça qu'on en parle dans la littérature. Alors, il faut savoir que donc, tout ça, c'est un processus, comme les autres orateurs l'ont expliqué. Le développement de l'identité sexuelle est un processus qui est déterminé par le développement psycho-affectif et social. L'homme, la personne, c'est-à-dire avec un grand H, va traverser ces différentes étapes qui vont permettre une évolution harmonieuse et une intégration dans la société afin d'assumer un rôle assigné. En tant qu'homme, je dois avoir un rôle d'être l'homme de la famille, de se marier, d'avoir des enfants. La femme, elle va avoir d'autres tâches. Donc, c'est le fait de porter le bébé, d'être la maman des enfants. Donc, tout ça, ça se fait de façon naturelle, mais il y a des fois où ça ne marche pas de façon tout à fait naturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe justement chez les personnes transgenres? Est-ce qu'on en a parlé pour l'instant? Non. Je pense que ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet. Si, ça fait partie du sujet parce que, en tout cas, c'est ce qui va créer polémique. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet tout à l'heure. Mais en tous les cas, chez nous, ce qui va poser problème, et là où on va devoir, nous, agir en tant que psy, c'est dans ce genre de situation. Donc, pour les personnes transgenres, une personne est transgenre lorsque son identité de genre ne concorde pas avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. C'est-à-dire qu'elle se sent fille alors qu'elle est garçon ou le contraire. Un enfant peut aussi dire qu'il ou qu'elle n'est pas un garçon ou une fille, mais simplement lui-même parce qu'il ou elle ne veut pas que ses caractéristiques sexuelles définissent ce qu'il est ou ce qu'elle est. Alors là, il y a le cas particulier du syndrome d'insensibilité aux androgènes, d'accord, ou du testicule féminisant. Donc là, c'est autre chose. C'est-à-dire là, on a une preuve qu'il y a un problème sexuel, on voit qu'il y a au niveau des organes génitaux quelque chose qui pose problème, on ne sait pas définir le sexe, mais là, c'est plus simple, parce que le médecin peut attester qu'il y a un problème. D'accord? Ce qui est compliqué, c'est quand il n'y a pas de preuve physique, ni biologique, ni radiologique de la problématique et de la discordance entre le vécu du sujet et le sexe qui lui est attribué. Donc c'est là où nous, on reçoit justement ces enfants, et ce sont ces enfants-là qui nous posent problème. À la limite, les enfants qui ont un problème de différenciation sexuelle, ça pose problème aussi, puisqu'il faut les accompagner, il faut faire un suivi psychologique et tout, mais comme tout enfant qui a une problématique psychologique liée à une maladie organique, entre guillemets. Bon, avec bien sûr une composante, on va dire, culturelle, une composante sociale, mais ça nous pose moins de problème que ces enfants-là, qui eux n'ont pas de preuve de leur mal-être, mais qui sont dans un mal-être. Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai choisi de focaliser sur ça, parce que c'est un type de pathologie qui n'est pas identifiable, et ça me parle parce que ça se rapproche un peu, par exemple la dyslexie. On a un problème de lecture, mais on n'a pas de preuve biologique ou radiologique comme quoi cet enfant a une anomalie au niveau de son cerveau, c'est pour ça qu'il a une dyslexie. L'autisme, on a des symptômes, mais on n'a aucune preuve biologique de l'autisme. Bon, je me dis que c'est un peu la même chose, même si c'est peut-être pas reconnu, peut-être par notre société, c'est pas reconnu par notre religion, mais en tous les cas, on les voit en consultation. Donc, je ne m'attarde pas sur le cas du syndrome d'insensibilité aux androgènes, puisqu'on en a déjà parlé. Alors, que se passe-t-il sur le plan psychologique?
chez ces personnes qui ont un trouble d'identité sexuelle ou de différenciation sexuelle. Donc le processus d'identification est perturbé. Déjà, ces enfants qui ont un sexe qui n'est pas identifiable, à qui s'identifier? À papa, à maman, je suis un garçon. Donc déjà, c'est pas réglé comme l'enfant normal où on a vu, il sait à 2-3 ans s'il est une fille ou un garçon. L'ambiguïté sexuelle se trouve malgré lui dans des situations où il se voit contraint de jouer les rôles des deux sexes selon les circonstances et les situations vécues occasionnellement. Il va y avoir des perturbations de l'identité chez les individus et donc il y aura besoin pressant de les identifier. L'identification tant recherchée leur permettra de sortir de leur situation d'ambiguïté qui perturbe leur vie. Ils sont en quête d'une identité de genre. À ce moment-là, peut-être, ils vont commencer à chercher en eux-mêmes. Les autres ne savent pas, les médecins ne savent pas me dire, mes parents ne savent pas me dire. Donc, quelque part, moi, je me sens quoi? Qu'est-ce que je suis finalement? Donc là, ils vont être en quête d'une identité de genre qui sera un facteur de stabilité psychique et sociale. Et ils vont, à ce moment-là, peut-être revendiquer une identité. Alors, quelle place de la psychiatrie dans l'accompagnement de troubles de l'identité sexuelle? Il faut savoir que dans la classification CIM-10 de l'OMS, on parlait de troubles sous travestisme bivalent. D'accord? Et que dans le DSM-5, le trouble d'identité de genre on a enlevé carrément trouble, le mot trouble, pour le remplacer de dysphorie du genre. Et c'est quoi la dysphorie du genre? C'est une expérience de malaise résultant de problèmes d'identité de genre, quelle que soit l'origine, que ce soit l'origine d'un problème de différenciation sexuelle ou que ce soit un problème de décalage entre le sexe réel et l'identité ressentie par le sujet. En France, la dysphorie de genre n'est plus classée dans la nomenclature de la sécurité sociale parce qu'ils ne veulent plus la considérer comme un trouble, puisque eux, ils la revendiquent comme identité. Mais par contre, ils vont rembourser tout ce qui est modification du sexe si elle est revendiquée par le patient. Donc, la dysphorie du genre est un terme médical, puisqu'elle est dans une classification internationale, utilisée dans le manuel de l'Association américaine de psychiatrie, pour décrire la détresse d'une personne transgenre face à un sentiment d'inadéquation entre son genre assigné et son identité de genre. Au fur et à mesure des révisions de ce manuel, les expressions transsexualisme, incongruence de genre, puis dysphorie du genre ont été successivement utilisées, mais ils ont été remplacés par la dysphorie du genre. Donc l'APA insiste sur le fait que la non-conformité de genre elle-même n'est pas un trouble mental, mais ce qui représente un trouble, c'est la dysphorie du genre parce qu'elle caractérise la présence d'une souffrance clinique significative chez le sujet. Alors, quels symptômes on va trouver chez ces personnes dysphoriques du genre? D'abord, le dégoût de leur partie génitale, l'isolement social des autres enfants, l'anxiété, la dépression, voire des tentatives de suicide. Et selon l'Association américaine de psychologie, les enfants transgenres sont plus susceptibles d'être victimes de harcèlement, de violence à l'école, comme a dit Dr. Fathi. Ça va être des enfants qui vont préférer se travestir, ils vont insister sur leur appartenance à l'autre sexe et souhaitent se réveiller en étant de l'autre sexe. Donc ils vont revendiquer le genre qu'ils ressentent. Ils préfèrent participer aux jeux et aux activités caractéristiques de l'autre sexe et ont des sentiments négatifs envers leurs organes génitaux. Une petite fille peut affirmer avec insistance qu'elle aura un pénis et deviendra un garçon. Elle peut se tenir debout pour uriner. Un garçon peut imaginer d'être une fille et éviter les jeux agressifs et de compétition. Il peut s'asseoir pour uriner et désirer se débarrasser de son pénis et de ses testicules. Les garçons ont une aversion pour les modifications physiques concomitantes à la puberté. Donc, quand les seins apparaissent et tout ça, donc, ils ne l'acceptent pas. Donc, ils commencent à mettre des bandeaux pour cacher leurs seins. Ils mettent tout ce qui peut, justement, cacher leurs organes sexuels externes. Et la plupart des enfants présentant une dysphorie du genre ne sont pas examinés avant l'âge de 6 à 9 ans, alors que la dysphorie du genre est déjà chronique. Seule une minorité d'enfants chez qui on a diagnostiqué une dysphorie du genre reste dysphorique à l'âge adulte. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est que c'est des enfants qui, majoritairement selon les études, vont sortir de ce malaise qui identifie justement donc la caractéristique entre ce qui est vécu et ce qui est réel.
Et du coup, il existe une controverse considérable quant à savoir quand ou s'il faut soutenir la transition sociale et ou médicale des enfants prépubères présentant une dysphorie du genre. Et il n'y a pas de recherche concluante pour guider cette décision. Qu'en est-il des adultes dysphoriques? Donc, les adultes dysphoriques présentent un risque accru de stress, d'isolement, d'anxiété, de dépression, de mauvaise estime de soi et de suicide. Et que les études ont montré que les tentatives de suicide seraient moins fréquentes chez les personnes transgenres qui déclaraient à leur famille qu'ils étaient transgenres et qu'ils soient acceptés par leur famille, mais ça reste plus fréquent que dans la population générale. Les personnes transgenres sont aussi exposées à un taux accru de troubles mentaux et de troubles de comportement alimentaire. Chez le préadolescent, la question de savoir s'il est préférable de conseiller aux jeunes enfants d'être heureux avec leur genre d'origine ou de les encourager à continuer à manifester des comportements qui ne leur correspondent pas est controversée. Donc nous, en tant que psy, quand on les reçoit, c'est très compliqué de pouvoir le guider parce qu'on n'est pas là pour leur dire ni c'est haram, ni c'est chouma, ni... C'est un sujet en souffrance. Et on doit l'accompagner comme un sujet en souffrance. Ce qui compte pour nous, c'est que la souffrance ne soit pas là et qu'il continue son développement. Et après, au fur et à mesure, il choisira s'il veut rester dans le sexe assigné ou pas. Certains cliniciens rapportent qu'une proportion significative de jeunes enfants diagnostiqués avec dysphorie du genre ne présentent plus aucune dysphorie à l'âge adulte. Et ce qui se fait maintenant, c'est que les professionnels vont traiter la dysphorie du genre chez les enfants en prescrivant des hormones qui retardent l'apparition de la puberté pour laisser le temps à ces jeunes, justement, de s'asseoir un petit peu, d'asseoir un peu plus leur identité sexuelle. Alors justement, il n'y a pas de cause palpable de l'identité des genres, mais il y a des facteurs biologiques probables, mais pas, c'est comme dans l'autisme, il y a plein de facteurs génétiques, mais aucun n'est la cause de l'autisme. Dans la dyslexie, il y a plein de facteurs génétiques qui ont été trouvés, mais aucun n'est la cause de la dyslexie. Certaines imageries cérébrales montrent des différences fonctionnelles et anatomiques chez les sujets dysphoriques qui sont compatibles avec leur genre ressenti, plutôt qu'avec leur sexe de naissance. Cependant, la formation d'une identité sexuelle stable et non conflictuelle et du rôle de genre est aussi influencée par les facteurs sociaux. Et ça, dans tous les troubles psychiatriques, on a toujours la concomitante des deux facteurs, les facteurs génétiques et biologiques et les facteurs sociaux. Certaines études montrent un taux plus élevé de concordance de dysphorie des genres chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes. Ça pourrait confirmer éventuellement la cause génétique. Je pense que j'ai le temps encore ou pas? Ça va? D'accord. Donc, je vais passer sur la prise en charge parce que bon, il y a les traitements psychologiques bien sûr. Donc la psychothérapie était le traitement principal de la dysphorie du genre jusqu'aux années 70. Actuellement, donc, il y a les traitements, en plus des traitements psychothérapeutiques, il y a les traitements psychologiques. Donc les traitements biologiques. Les traitements biologiques altèrent physiquement les caractères sexuels primaires et secondaires. Donc ça va être plus ou moins définitif, voire font disparaître l'écart entre l'aspect corporel, physique d'une personne et son identité du genre, ce qui peut poser problème. Donc la décision de mettre en place un traitement biologique n'est pas une décision facile et doit être réfléchie. Et il y a des regrets qui peuvent apparaître, mais bon, selon les études, c'est rare. Donc quand c'est une dysphorie du genre chez le sexe masculin de naissance qui se sent femme, on peut donner des hormones féminisantes à dose modérée, avec d'autres traitements féminisants pour adapter l'apparence physique au genre ressenti. Pour le côté masculin, c'est la même chose, mais il y a aussi la chirurgie de réassignation, mais Dr. Ftri nous a dit qu'ici au Maroc, donc c'est pas autorisé. Bien. Alors, je vais passer sur ça pour arriver à un cas clinique. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé aussi de venir en parler. Alors, c'est un cas que j'ai vu il y a longtemps qui était adressé par le service de chirurgie infantile, parce que donc, dans le service de pédopsychiatrie, on est dans l'hôpital pédiatrique, donc on travaille beaucoup en collaboration avec les chirurgiens. Donc, c'était une fille de sexe féminin, âgée de 11 ans, troisième d'une fratrie de 4 filles de naissance.
2 sœurs et un frère aîné qui a subi une chirurgie de modification de sexe. Alors, j'avais pas le dossier du frère. Alors, est-ce qu'il était transgenre ou est-ce qu'il avait un trouble de l'identité sexuelle et donc en tous les cas, il a été opéré. C'était une fille à la naissance et il a été transformé en garçon. Ce qui était aussi étonnant, c'est que la famille était originaire de Ouarzazate et qu'ils avaient emmené la sœur qui voulait devenir garçon pour se faire opérer. C'est-à-dire ils sont venus pour cette demande et les chirurgiens nous l'ont adressé pour un suivi psychologique parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait opérer ou pas, parce qu'ils ne savaient pas comment, est-ce qu'il n'y aura pas regret après, est-ce que c'était une bonne chose ou pas. Donc elle était venue habillée en garçon, se nomme au masculin, donc elle a changé complètement, elle n'accepte pas qu'on l'appelle avec le prénom féminin, revendique un genre masculin, se décrit comme s'étant toujours senti garçon, a toujours aimé les jeux, parce que ce garçon-là n'a pas de trouble physique au niveau de l'identité sexuelle. Donc le patient, ma patiente ou mon patient, c'est quelqu'un qui est justement qui a pas de trouble d'identité sexuelle, au niveau des organes sexuels, mais qui se revendique comme un garçon. Et c'était ça la difficulté. Et les parents sont venus, comme ça a marché pour le premier, ils sont venus directement pour un changement de sexe, ce qui n'était pas possible. Donc il a été adressé en thérapie. Il se décrit comme s'étant toujours senti garçon, a toujours aimé les jeux des garçons, s'habiller comme un garçon. Et ça, c'est les parents qui le rapportent. Et il se comporte comme un garçon avec ses copains et ses voisins. Ne s'est jamais identifié à ses sœurs, ni joué avec elles à des jeux de filles. La demande, c'était subir une opération chirurgicale pour devenir ce qu'il ressent être, donc un garçon. Les parents aussi s'étaient inquiétés parce qu'il était devenu irritable, triste, opposant, se renfermait sur lui-même, tout le temps en conflit avec la famille, avec une symptomatologie anxieuse et un dégoût pour tout ce qui est attrait au féminin. Donc la question qui se posait à nous, est-ce que cette fille était venue pour changer de sexe par identification au désir inconscient des parents d'avoir des garçons, puisqu'au début ils avaient 4 filles, dont un est devenu garçon, ils étaient fiers, il fallait voir, le garçon c'était un jeune homme de 21 ans qui venait en consultation fier de ce qu'il était. Est-ce que c'est une identification au frère devenu garçon avec tous les bénéfices secondaires qu'il avait par rapport aux sœurs qui, elles, ne pouvaient pas sortir, n'avaient pas leur liberté, alors que le garçon, lui, était libre de faire ce qu'il veut, il vivait sa vie de garçon. Donc, l'état d'épanouissement du frère était-il convoité par notre patiente qui vient demander justement ce changement de sexe, ou tout simplement, est-ce qu'on est dans une vraie dysphorie du genre dans le cadre d'un transsexualisme non assumé? Et du moment qu'on n'a pas de preuves, bon, ça restera toujours une question. Mais en tous les cas, on avait une jeune fille en souffrance, en non-acceptation totale de son identité assignée, qui était venue demander le soin. Et ce qui était étonnant, c'est que malgré le milieu culturel, les parents étaient là avec cette fille, demandant carrément la chirurgie pour qu'elle devienne garçon comme le frère. Donc voilà. Donc c'est un patient qui est resté en thérapie un certain moment, après on l'a perdu de vue, parce que généralement c'est des jeunes qui, quand on ne répond pas à leur demande, lui il n'avait pas autre demande que qu'on lui change de sexe. Et le reste, voilà. Voilà, donc je voulais partager avec vous ça. Je sais que parler de genre, c'est un peu bizarre, c'est un peu pas habituel dans notre contexte, ni religieux, ni culturel, mais ça ouvre justement à un débat encore plus riche. Je vous remercie. Je remercie Mme Hajiyej pour avoir ouvert le débat plus qu'il n'était. Mais quand même, ce problème de genre, on peut calquer sur les problèmes psychologiques d'un enfant qui est indifférencié, qui se sent garçon et devient fille. On peut très bien calquer ça, même si c'est peut-être plus clair. Voilà, on va passer peut-être à la